Alors, mesdames, vous venez régulièrement à l'hôpital, rencontrer nos patients hospitalisés sous contrainte, afin de garantir le respect de leurs droits. Madame Pittiner, vous êtes sollicitée jour et nuit dans le cadre de la nouvelle loi pour les patients soumis à la contrainte de l'isolement ou de la contention. Et nous vous avions rencontré l'une et l'autre l'année passée pour une réunion afin d'articuler nos actions et nous trouvons intéressant aujourd'hui de mieux vous connaître et de vous donner la parole. Comment percevez-vous ce travail auprès de nos patients et quel sens donnez-vous à cette mission ? Bonjour à tous. Donc, je vous remercie en votre qualité de psychiatre et de présidente de l'espace de réflexion éthique de l'hôpital Sainte-Marie d'avoir sollicité le JLD du tribunal judiciaire de Rodez pour intervenir dans le cadre de ce colloque. Donc, effectivement, je suis vice-présidente juge des libertés de la détention au tribunal judiciaire de Rodez depuis le 1er septembre 2020. Donc je suis notamment en charge dans le cadre de ces fonctions du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte et d'isolement-contention sur le PSM Sainte-Marie, puisque le JLD qui doit être saisi est celui dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil du patient. Donc cette journée, on avait un peu échangé en amont et consacré aux questions de bientraitance du patient, mais aussi au sens du travail, ce qui vient d'être vu. Mais il se trouve que le prendre soin du patient dans son acception la plus large peut parfois entraîner la nécessité d'une privation de liberté de ce dernier temporairement, et c'est de ce fait que le juge judiciaire intervient, et c'est sans doute de ce fait qu'il vous a paru opportun de me convier à ce colloque. Donc les deux préoccupations mises en avant sur cette journée dans le monde des soignants, à savoir la bientraitance et le sens du travail, font écho au travers de cette question de la privation de liberté à ces mêmes préoccupations au sein du monde judiciaire. Le respect des droits du justiciable, qui est en l'espèce le patient, et le sens du travail du juge des libertés et de la détention dans le cadre des hospitalisations sous contrainte. La loi de 2011, née des exigences du Conseil constitutionnel, a confié au juge judiciaire et spécifiquement au juge des libertés et de la détention le contrôle des mesures d'hospitalisation sans consentement. Plus récemment, deux lois de 2020 et de 2022 lui ont confié, toujours sous la même impulsion du Conseil constitutionnel, le contrôle des mesures d'isolement et de contention. Le Conseil constitutionnel fonde ses décisions sur deux choses. D'une part, l'article 66 de la Constitution, suivant lequel nul ne peut être arbitrairement détenu, l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. Et d'autre part, le fait que la liberté individuelle dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Le Conseil constitutionnel en conclut que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. Concernant l'hospitalisation sous contrainte, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi de 1990 avait introduit le principe du consentement de la personne à l'hospitalisation, la contrainte étant devenue l'exception à ce principe. En conséquence, elle a considéré qu'une telle entrave à la liberté individuelle d'aller et de venir imposait un contrôle de l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle. Et tirant les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel, le législateur, par la loi du 5 juillet 2011, a instauré un contrôle systématique des hospitalisations sous contrainte. Concernant les mesures d'isolement et de contention, le Conseil constitutionnel a jugé que les mesures d'isolement et de contention ne sont pas nécessairement mises en œuvre lors d'une hospitalisation sans consentement et n'en sont donc pas la conséquence directe. Mais elles peuvent être décidées sans le consentement de la personne et par suite, l'isolement et la contention constituent une privation de liberté. Il a donc jugé que si l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, cela n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement, systématiquement à toute mesure de privation de liberté, mais que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegarder que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Il considère donc que le recours à l'isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, et le législateur doit fixer cette limite et les conditions dans lesquelles, au-delà d'une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle de l'autorité judiciaire.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel renvoie à une conception de la liberté qui tend à rendre suspecte, par principe, toute forme de contrainte, et en l'espèce, cela concerne celle résultant d'une décision médicale d'un psychiatre, pourtant spécialiste dans son domaine. Le Code de la santé publique pose le principe de la nécessité d'un consentement libre et éclairé du patient pour autoriser l'intervention du médecin. Mais ce principe est apparu mis à mal dans le traitement de certains troubles psychiatriques et a conduit le juge suprême à considérer que cette matière devait recevoir un traitement différent de celui du reste des soins médicaux. Le recours au juge judiciaire est apparu venir combler un défaut de consentement libre et éclairé chez le patient. La loi Esquirol de 1838 relative aux aliénés ne prévoyait pas de contrôle de l'enfermement, puisqu'à aucun moment n'était abordée la question du consentement de la personne concernée, même si la loi distinguait les placements volontaires des placements ordonnés par l'autorité publique, les premiers n'intervenant qu'à la demande d'un tiers, sans recherche du consentement de la personne qui en était l'objet. Avec la loi de 1990, s'est opéré un revirement de philosophie du système par l'introduction du principe de consentement de la personne à l'hospitalisation, la contrainte devenant l'exception au principe. Mais le contrôle de cette privation de liberté était alors dévolu à l'autorité administrative. On voit comment la conception de la liberté individuelle, en constante évolution, est venue percuter la logique du soin et instaurer l'intervention du juge judiciaire dans cette matière. Depuis se pose récurrentement la question des frontières de l'office du juge judiciaire, qui n'entre pas dans son office de procéder à une évaluation de la pertinence du placement de la personne en hospitalisation sous contrainte ou en isolement contention, une décision qui est de nature strictement médicale. Mais souvent est interrogée la frontière de la vérification de l'opportunité du placement de la personne sous l'un ou l'autre des régimes, puisqu'il est demandé au juge des libertés et de la détention de contrôler la motivation des certificats médicaux qui doivent être suffisamment précis, circonstanciés, pour pouvoir caractériser si les conditions légales du placement sous l'un ou l'autre des régimes sont remplies. Si cette motivation est insuffisante, alors le juge des libertés et de la détention devra apprécier si cette irrégularité a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée. Pour autant, le juge des libertés ne saurait, selon moi, être regardé comme le juge de la nécessité des soins. Cela est logique, puisque le juge n'est pas un médecin, il n'est pas non plus un professionnel des troubles psychiatriques, et il ne saurait en conséquence se voir conférer une autorité en matière médicale sur la nécessité ou non de soins, puisque les mesures dont il s'agit sont des décisions de nature médicale par essence. Néanmoins, les décisions du Conseil constitutionnel récemment en matière d'isolement et de contention, donc globalement ces 2 dernières années, ont pu semer le trouble dans le rôle attendu du JLD. Est-ce qu'un contrôle strictement formel qui se bornerait à vérifier que le médecin a bien inscrit sur le certificat médical qu'il s'était agi d'une mesure de dernier recours suffit, ou est-ce qu'il faut exiger du médecin qu'il liste dans son certificat médical l'ensemble des mesures alternatives et qu'il mesure de façon concrète pourquoi elles n'ont pas été retenues? C'est une question. La question de l'office du juge judiciaire et du pouvoir d'appréciation de l'opportunité de l'hospitalisation ou du placement en isolement-contention reste en suspens. Quand on compare les termes utilisés en ces matières par le Conseil constitutionnel et qu'on relie les termes de l'article 62.2 du Code de procédure pénale, cette fois relatif aux mesures de contrainte décidées par un OPJ, donc un officier de police judiciaire, et placé sous le contrôle du juge judiciaire. Cette analogie explique sans doute que le JLD ait été le juge judiciaire désigné et non pas le juge du contentieux de la protection, qui était pourtant le juge spécialisé dans la protection matérielle et juridique des personnes vulnérables et aurait pu être désigné comme le juge naturel de cette matière. Ça a été le choix du législateur. Le JLD doit-il en venir à opérer pour autant un contrôle de proportionnalité, comme il le fait en d'autres matières, entre la nécessité des soins et la privation de liberté? Quelle connaissance médicale a-t-il pour ce faire? Quelle est sa légitimité? Là aussi, ces questions restent en suspens. Donc, en ma qualité de JLD, moi, je m'applique avant tout à opérer un contrôle de ce que les procédures qui me sont soumises respectent les exigences posées par la loi pour en limiter le cadre
et que le contradictoire à l'égard du patient et des personnes pouvant agir dans son intérêt ont bien été respectés. Donc il s'agit là d'un contrôle formel qui porte sur la nature du cadre juridique, sur le respect des délais imposés par la loi pour établir les différents actes, sur les saisines, les informations, sur la réalité des différents documents médicaux imposés par les textes au dossier, sur la rédaction des certificats médicaux, sur le respect du cadre procédural choisi, sur le respect des informations imposées par la loi aux patients et aux personnes qui sont parties à la procédure, sur la mise en œuvre des droits des patients, en premier lieu l'accès à l'avocat, etc., etc. Donc un contrôle très formel. Ce contrôle de la forme est néanmoins, de mon point de vue, essentiel à contrôler que les droits du patient justiciable, là en l'espèce, ont bien été respectés. Donc l'audience, ensuite, c'est un moment important de la procédure durant lequel l'entretien avec le patient est l'occasion de rappeler le cadre juridique dans lequel il se trouve et d'opérer avec lui, au travers de l'échange, une analyse des justifications médicales figurant au dossier, ce qui est souvent possible et fructueux. Donc je m'identifie vis-à-vis du patient comme étant le juge des libertés. J'omets systématiquement la seconde partie de l'appellation de mes fonctions statutaires, à savoir et de la détention, parce qu'il ne me semble pas que ça envoie un signal opportun dans la mesure où l'hospitalisation sous contrainte ne saurait être regardée comme une détention stricto sensu et doit plutôt être regardée comme une privation de liberté médicalement justifiée. Alors on me dirait on joue un peu sur les mots, mais enfin, pour moi il y a un distinguo à faire qui est extrêmement clair. Et cela m'apparaît d'autant plus important d'omettre cette deuxième partie que j'ai parfois, moi, des patients devant moi qui ont pu avoir affaire à la justice pénale, qui ont pu être condamnés parfois à de la détention, donc à de l'emprisonnement. Et il est essentiel, me semble-t-il, de distinguer ces deux formes de privation de liberté dans l'esprit de ces patients, et d'autant plus vis-à-vis de patients qui, pour le coup, quand ils sont atteints de certaines pathologies comme la paranoïa, pourraient fermer immédiatement l'entretien et la possibilité d'échange et de dialogue. Donc je rappelle toujours très clairement aux patients que je ne suis pas médecin, mais que je suis destinataire des certificats médicaux qui le concernent du premier jour de son placement sous un régime d'hospitalisation contrôlée jusqu'au jour de l'audience, comme lui peut y avoir accès du reste. Je rappelle aux patients qu'il est assisté d'un conseil de façon automatique pour le contrôle des hospitalisations sous contrainte et sur demande ou dans certains cas de figure automatiquement pour le contrôle des mesures d'isolement et de contention. Alors avec un petit changement là, puisque maintenant je vais moi prendre la décision, et je l'ai prise la semaine dernière, d'imposer systématiquement l'intervention de l'avocat dans le contrôle des mesures d'isolement et de contention, puisque, mais là c'est un petit peu technique, le Conseil constitutionnel vient de nouveau d'être saisi par la Cour de cassation sur la dernière réforme, donc la réforme 2 des isolements-contention, sur précisément la place de l'avocat. Et effectivement, il y avait un différentiel qui avait été instauré entre les mesures d'hospitalisation sous contrainte, où là, le patient était par principe systématiquement assisté d'un avocat, et les mesures d'isolement-contention, qui pour moi sont encore plus attentatoires, et on est face à des patients qui sont encore plus en difficulté que le patient qui est simplement en hospitalisation sous contrainte. C'était pas une présence automatique. C'était sur demande, à la discrétion du magistrat. Bref, et ça me semblait dans certaines situations particulièrement problématiques. Donc là, moi, j'ai décidé de ne pas attendre, mais comme on n'avait pas attendu ni les décrets d'application, ni la loi sur la réforme 2 pour commencer à l'appliquer au sein de Sainte-Marie, on va appliquer la présence de l'avocat directement. Alors la nuit, vous n'aurez pas à intervenir. La nuit, il y a que moi qui suis dérangée, qui suis réveillée. Je suis la seule. C'est-à-dire que même quand je suis dérangée, pas dérangée, c'est-à-dire que je suis appelée la nuit, de toute façon, j'ai 24 heures pour me prononcer, donc c'est toujours en jour ouvré pour vous. Voilà. Donc je ne vous appellerai pas la nuit, rassurez-vous. Donc, alors, je voulais aussi
indiquer que je rappelle toujours aux patients aussi que moi je ne gère pas son hospitalisation sous contrainte. Je me prononce sur son maintien au jour où je suis saisie, c'est-à-dire au jour de l'audience qui se tient, en l'occurrence tous les vendredis matins à Sainte-Marie, et pour les isolements de contention, n'importe quand le cas de figure se présente. Et du coup, quand je me prononce sur son maintien en hospitalisation sous contrainte le vendredi matin, je lui rappelle bien que, parce que c'est une question récurrente de la part des patients, pour combien de temps? Vous allez me garder combien de temps? Et moi, je lui explique toujours que ça, c'est pas de mon ressort, que c'est pas parce que le vendredi matin, je décide que la décision du médecin était pertinente et que donc j'ordonne un maintien, que le vendredi après-midi, ce qui est souvent le cas, je crois, parce qu'ils sont revus le vendredi après-midi, dans les services, que le médecin ne va pas décider que son état a favorablement évolué depuis l'avis médical motivé et qu'il ne va pas organiser une sortie pour le jour même, le lundi ou la fin de la semaine qui vient. Donc voilà, jamais je m'engage sur la durée. Et ce point-là, pour moi, il est important de le rappeler et il est important que les patients le comprennent bien parce que ça distingue encore cette privation de liberté d'une détention ou d'un emprisonnement. Où là, quand j'ai ma casquette de président du tribunal correctionnel, j'ordonne le placement en détention et j'en fixe la durée. Et ça va s'appliquer. Donc là, moi, j'ai une intervention qui est ponctuelle et qui est dans le rôle qui est le mien, mais pas plus. Encore une fois, je ne suis pas médecin et je rappelle toujours aux patients que c'est le médecin qui seul peut répondre à ces questions en fonction de l'évolution de l'état de santé. Donc ces temps d'audience, ils sont souvent l'occasion d'expliquer sous un prisme différent que la privation de liberté doit être et est à Sainte-Marie parfaitement justifiée. Je crois que, à part avec une patiente, mais voilà, dont c'est qui est haute en couleur, on va dire, mais il n'y a jamais eu le moindre incident. C'est-à-dire que, voilà, dans 99,99% des cas, je suis pas la main levée facile, j'annonce donc un maintien. J'ai jamais eu de réaction agressive, négative, j'ai jamais eu d'incident lié à cette annonce. Donc en résumé, moi il me semble que l'intervention du juge judiciaire au sein du monde médical, elle vient compléter un souci de bientraitance du patient, qui est celui des équipes médicales. Et même finalement, en poussant un peu, mais pas tant que ça, moi je pense qu'elle vient renforcer la légitimité du travail du soignant, en ce qu'elle n'est pas synonyme d'une défiance, mais qu'elle ne fait que veiller à ce que ce travail s'inscrive bien dans le cadre des exigences légales. L'autorité judiciaire et l'équipe médicale ont finalement un objectif commun qui est celui de la bientraitance du patient, tant au plan de ses droits en qualité de personne humaine qu'au plan de ses droits en qualité de personne malade. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je répondrai évidemment aux questions qui seraient posées avec plaisir. Et pour l'instant, je cède la parole à Maître Bosset qui va compléter utilement ce propos. Alors, à titre liminaire, je vous demande la plus grande indulgence et finalement de partir sans a priori, puisque si je suis avocat, oui, j'ai l'habitude de plaider dans des tribunaux, à la cour, mais pas d'intervenir. Donc là, je vais vraiment, j'espère le plus humblement possible, faire un retour d'expérience. Vous raconter comment moi je vis Sainte-Marie en tant que praticien, avec bien sûr un fil conducteur. Nous sommes, avocats, garants de la régularité de la procédure. Nous sommes, alors sans mauvais jeu de mots, des garde-fous, bien évidemment, et je m'y astreins. Alors, la procédure, je l'ai connue avant 2011, puisque j'ai œuvré avant, mais pas dans les hôpitaux, et après 2011, où l'évolution a été la suivante. Nous étions à l'origine choisis par les patients, ou pas. Mais de façon générale, force est de constater qu'on était souvent là et que les patients nous désignaient. On venait, ils cochaient la case « je désire être assisté d'un avocat », peut-être parce qu'on avait cette notion de curiosité avec le magistrat qui arrivait dans leur lieu de résidence, et puis certainement qui pensaient qu'on allait les sauver, c'est-à-dire obtenir leur sortie qu'ils jugeaient toujours, et qu'ils jugent certainement encore, arbitraire. La loi a évolué, nous avons été depuis 2020 obligatoires, c'est-à-dire qu'on ne leur demande plus leur avis, nous sommes là, et ils ont au moins cette liberté de pouvoir ne pas assister à l'audience, heureusement.
Et enfin, notre présence également en matière de contentieux isolement sur la semaine. Nous sommes 2 permanences, du vendredi au vendredi d'après, où là, nous venons en audience. Donc je vous l'ai dit, garde-fou, gardien de la régularité de la loi, alors je vais peut-être dire oui, une éniepsie sur le problème des nullités. Alors je vois qu'il y a des confrères dans la salle. Si vous répétez, eh bien je nierai, puisque moi je ne suis pas une fana et c'est pas mon grand kiff que de soulever des nullités, puisque, alors si je le fais en matière pénale, quand je suis, oui, à la cour dans un tribunal, parce que j'estime que je joue finalement à armes égales avec un procureur, avec un magistrat président d'audience, il me semble que soulever des nullités en matière d'hospitalisation sous contrainte, c'est différent, les conséquences sont différentes. Puisque de façon très pratique, et ça c'était une greffière, une amie greffière il y a quelques années qui m'avait indiqué, c'est bien, hein, c'est joli vos nullités pour obtenir des mains levées, vous vous faites plaisir en tant qu'avocat, sauf que le patient qui n'a pas de logement à l'extérieur, que la famille a laissé là parce qu'il n'en pouvait plus, eh bien va passer la porte en verre à l'entrée de Sainte-Marie, et puis va re-rentrer parce qu'on trouvera une autre façon de l'hospitaliser. Donc vous voyez, le sens, c'est un jeu de dupes. Il faut faire attention, bien sûr, ce sont des justiciables à part entière, et j'y tiens, faire attention à la procédure, mais penser aux conséquences. Et ça, je pense que c'est notre rôle d'avocat, d'avoir une certaine critique de ce que l'on va pouvoir soulever, et de penser, oui, aux conséquences de nos actes. Alors, sur moi, mon rôle, hein, à titre très particulier, et ce que je crois être de la bientraitance, vous avez dit, Mme Piscin, tout à l'heure, que finalement, vous n'aviez pas tellement d'opposition quand vous mainteniez, quand vous n'opériez pas de main levée. Et j'espère, je crois que l'avocat est là aussi pour ça. Parce que dans l'ordre de l'entretien que j'ai avec le patient, d'abord, je lui explique ma présence. Il s'agit d'un juge des libertés et de la détention, terme que je n'affectionne absolument pas. Pour moi, vous pourriez être un juge de la protection du majeur protégé ou du mineur entre 16 et 18 ans. La détention, ils ne sont pas détenus, ils sont hospitalisés parce que malades. Donc j'explique pourquoi je suis là, que souvent la procédure est régulière. Ça me permet finalement de connaître les causes de leur hospitalisation, parce que je suis toujours frappée de voir que dans le certificat initial d'un médecin, eh bien, la compréhension du malade n'est pas la même. En tout cas, il ne pense pas être hospitalisé pour les mêmes raisons. Donc je m'interroge toujours de savoir ce qu'il en a pensé et s'il sait d'ailleurs pourquoi il est là. Mon rôle, le rôle du magistrat, quel est leur souhait pour l'avenir, qu'est-ce qu'ils veulent, sortir, rester. Alors parfois ils me disent que c'est encore un peu tôt et qu'ils préfèrent encore être hospitalisés, avoir des soins, et puis souvent la majorité du temps c'est sortir, partir, ce n'est pas normal qu'ils soient là. Et tout naturellement, j'en arrive finalement au rôle de l'avocat, établir si la procédure est régulière. Je leur dis bien évidemment, à presque 100% des cas, que la procédure est régulière et que finalement, ni moi, ni le magistrat n'avons la solution, et que qui décide, le médecin. Pour qui j'ai le plus grand respect, même si, une toute petite parenthèse sur les certificats médicaux que nous avons, 3, qui me pose difficulté parfois parce que j'y vois, alors le terme n'est peut-être pas bien approprié, mais un copier-coller. C'est-à-dire que on a une évolution, on a un patient qui est hospitalisé, mais finalement les certificats sont toujours les mêmes, alors même qu'ils sont soignés, entourés, avec, sédatés souvent, mais il n'y a pas d'évolution. Alors s'il n'y a pas d'évolution du point de vue des certificats médicaux, pourquoi on ne les ferait pas sortir? Et ouais, moi ça m'interroge souvent, mais quoi qu'il en soit, je m'en rapporte toujours à l'avis médical, et j'essaye autant que faire se peut de ne pas leur donner de faux espoirs. C'est pour ça que je les prépare souvent. Voilà. La procédure est régulière. Moi je ne pourrais rien faire pour vous en tant que tel, c'est le médecin qui décidera si vous pouvez sortir bientôt ou pas. Alors j'ai été rapide, hein. Je vous dis, c'est un retour d'expérience, ça n'appartient qu'à moi. J'en terminerai par 2 expériences qui finalement, moi, me font dire que ces audiences à Sainte-Marie, du point de vue de l'avocat, sont tout à fait hors du commun, hors norme.
Je crois que c'est aussi pour ça que j'y reviens souvent. Deux cas. Le premier, une jeune femme. Alors moi, pour habitude, je m'assieds sur les petits canapés là, dans la salle où nous recevons les patients. Cette jeune femme, qui devait avoir 18-19 ans, vient s'asseoir tout à côté de moi. Évidemment, je ne me lève pas pour créer cette distance, je ne veux pas. Parce que j'aime pas ça et que je suis certainement un peu touchy. Et nous parlons, je prépare l'entretien, j'établis l'entretien comme je vous l'ai raconté, et cette jeune fille peut-être ne comprend pas, peut-être qu'elle angoisse, elle me prend le bras et elle commence à le serrer très fort. Je ne bouge pas, je m'interdis toute réflexion, s'il vous plaît, vous me faites mal, et ça serre de plus en plus fort, et elle s'approche de moi, elle ouvre la bouche et je pense qu'elle va me mordre. Et fort heureusement, sa maman, qui est sa tutrice, ouvre la porte et lui dit maintenant Stéphanie, tu t'arrêtes. Ouf, voilà, ça c'est une expérience qui m'a marquée. On n'est pas avec n'importe quel justiciable, que les choses soient bien claires. Et enfin la dernière, alors c'était un jeune homme, alors je dis ça absolument sans prétention, ça fait 10 ans, j'étais plus jeune, plus fraîche, plus mince, et je rencontre un jeune homme qui, 18-19 ans, schizophrène, et qui dans les premiers mots me dit « je ne vais pas pouvoir vous regarder pendant l'entretien ». Ça va être un peu embêtant. Je vais me retourner et puis je vais vous demander de vous retourner. Mais pourquoi, monsieur? Je vous trouve trop jolie. Ah, sympa. Donc on a fait l'entretien dos à dos dans cette petite salle d'attente. Et ça, oui, voilà. Pour moi, c'est des expériences uniques, hors du commun. Ce sont des audiences, et j'en terminerai par là, surréalistes, mais passionnantes. Merci. Merci beaucoup. C'est rapide, mais très efficace voilà. Et très intéressant. Très intéressant. Alors, comme vous dites, vous venez perturber la logique des soins, et moi je trouve ça intéressant personnellement d'être perturbé au quotidien comme ça, parce que notre patient, même s'il est hospitalisé, même s'il est fragilisé, vulnérable du fait de sa maladie, de la désorganisation de sa pensée, de l'envahissement de son psychisme, parfois par des idées délirantes ou des idées suicidaires, eh bien il reste un citoyen. Et vous êtes les garantes, vous garantissez le respect des droits de ces patients en tant que citoyens lorsqu'ils sont contraints de soins, lorsqu'ils sont donc dans cette position de vulnérabilité du fait de l'aliénation de la maladie et donc de la privation de liberté. Voilà, et je trouve que c'est toujours intéressant de venir un petit peu questionner notre paternalisme médical et de venir un petit peu limiter nos pouvoirs. Et moi, je sais que quand j'ai un patient, que je signe ces certificats, je sais que vous êtes là, même si voilà, je suis contente de vous rencontrer parce que je ne vous connaissais pas avant aujourd'hui bien. Mais je sais que le vendredi, eh bien, il va vous rencontrer et donc je dois faire attention. Et c'est quelque chose voilà, qui est toujours à mon esprit et je sais que vous allez avoir ce regard et c'est intéressant. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions pour mesdames. Oui, je vois Madame Pechto. Ce qui m'interroge là, c'est votre nouveau rôle sur la contention et l'isolement. Vous dites qu'il vous faut des arguments pour votre analyse, que lister un petit peu tout ce qui aurait pu être mis en œuvre avant l'isolement pourrait vous aider. Non, j'ai pas bien compris alors. Donc, je m'interroge sur ce rôle-là que vous avez à ce moment précis et pour lequel vous avez 24 heures pour statuer. C'est ça. Donc, les mesures d'isolement et de contention, elles ont été extrêmement encadrées par la double réforme, la première puis la seconde. Et il y a des protocoles extrêmement stricts, qu'on soit en matière d'isolement ou de contention, sur le suivi médical, psychiatrique ou somatique du patient pendant ces temps-là. Donc moi, je suis destinataire des décisions de placement sous la mesure qui sont prises par les médecins. Et ensuite, je dois être destinataire
destinataires des certificats médicaux ou des examens médicaux, je crois que c'est le terme, parce que justement c'est pas certificat, d'où toute la discussion qui s'est instaurée à un moment donné, mais toutes les 6 heures ou toutes les 12 heures. Et donc moi ici avec Sainte-Marie, quand on a protocolisé l'intervention du JLD et la manière dont on allait mettre la réforme en œuvre, et encore une fois je pense qu'on était précurseurs parce qu'on avait anticipé cette réforme, et donc du coup on a été prêts, nous, voilà, au jour où la loi a été promulguée, nous on pouvait commencer à l'appliquer. On n'a pas eu besoin des décrets d'application. Et notre protocole est aujourd'hui exactement le même qu'au jour où il a été mis en œuvre. Donc pour dire qu'on ne s'était pas trop trompé et qu'à la limite on était même un peu plus précis que le décret. Donc, raison pour laquelle cette fois-ci on va aussi anticiper sur la future réforme, à mon avis, à laquelle on ne coupera pas. Mais j'exige pas justement, c'est-à-dire que ce que je disais dans mon propos de tout à l'heure, c'était parce qu'il y a un questionnement et que là vous avez un JLD devant vous. Vous n'avez pas les JLD. Moi, je sais que j'ai des collègues qui ont une approche de leur office qui est tout à fait différente de la mienne. Et j'ai des collègues dans certains de vos ressorts à Sainte-Marie, mais qui, hors de vos ressorts, considèrent que le juge des libertés de la détention, en cette matière, comme dans les autres, doit exercer un contrôle de proportionnalité. Et là, on glisse très vite dans l'appréciation du soin, c'est-à-dire que si j'estime que je dois aller au fond des choses dans le contrôle de proportionnalité, très vite, moi, je vais en arriver à juger de la pertinence de la décision médicale au bout du bout. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je n'ai pas ma conception du métier, c'est-à-dire que je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je suis destinataire des certificats médicaux. En revanche, je vais être dans le contrôle effectif des certificats médicaux qu'on me communique, puisque je m'interdis d'aller au-delà, mais au moins que je sois correctement informée et que ces certificats médicaux soient correctement motivés. Et donc, c'est des échanges récurrents, moi, que j'ai avec l'administratif de Sainte-Marie, ou alors parfois avec les médecins quand je les croise, mais moi le vendredi je ne vois pas trop les médecins et la semaine non plus. Je les appelle que quand vraiment j'ai une difficulté particulière sur un patient ou un questionnement, mais je les dérange pas trop. Je les lis beaucoup en revanche. Mais pas plus tard que la semaine dernière, moi j'ai eu un contrôle d'isolement contention à faire d'un patient en plus que je connais très très bien, donc que je vois très régulièrement et qui est en isolement perlé comme on dit, c'est-à-dire que voilà, quand il y a des crises, il va à l'isolement. Quand la crise est finie, il sort d'isolement. En attendant, je suis amenée à contrôler puisque sur 15 jours glissants, on va computer les mesures d'isolement. Donc même si c'est des isolements courts, même s'il y a plus de 48 heures entre deux isos, au bout du bout, je vais quand même contrôler régulièrement son isolement. Et là, j'ai envoyé un mail à Sainte-Marie en disant, enfin voilà, c'est-à-dire que vous allez voir le médecin et vous lui dites que ça, plus jamais. C'est-à-dire que pour moi, ça vaut pas certificat médical. Je veux dire, moi, quand on m'écrit, parce que j'ai accepté qu'en lieu et place des certificats médicaux en tant que tels, sur les contrôles à 6 ou à 12 heures, on ait le fameux relevé informatique qui est édité par le logiciel de Sainte-Marie, qui, moi, me suffit, d'autant que je sais qui est le signataire. Donc, évidemment, que je ne vais pas exiger qu'à chaque fois, on prenne un certificat, qu'on rédige à la main et qu'on en fasse une tartine, surtout si l'état il est peu évolutif. Je veux quand même un minimum. C'est-à-dire quand on m'écrit TV OK et casque OK, ça c'est pas un certificat médical. Ça c'est pas un certificat médical. En revanche, si on me dit risque auto ou hétéro-agressif toujours présent, difficulté à être au contact des autres patients dans le service ou je sais pas moi, à cracher sur un soignant, ça je peux comprendre, je suis accessible, c'est-à-dire je vais le traduire qu'il y a toujours un risque d'hétéro-agressivité, qu'il y a une difficulté à prendre en charge dans le service duquel il dépend, etc. En revanche, si le seul contrôle et le seul certificat médical qu'on fournit, c'est qu'on lui a autorisé 2 heures de télé ou qu'il est sorti 10 minutes, là, ça ne va pas le faire du tout. Donc là, j'ai été gentille dans le dossier, c'est-à-dire que j'en ai pas tiré de conséquences. Pourquoi ? Parce que moi, je fais une appréciation qui est une appréciation globale d'un dossier qui m'est soumis. C'est-à-dire déjà, quand un patient, on me saisit pour l'isolement, moi, je vais systématiquement sortir mon dossier d'HSC. Ou alors, je vais demander à Sainte-Marie, si je n'ai encore pas vu le patient en HSC le vendredi, puisque ça doit venir et qu'il est rentrant, à ce moment-là, je vais demander à Sainte-Marie de me communiquer l'entière procédure, c'est-à-dire un certificat médical d'admission, un bulletin d'entrée, le 24 heures, le 72 heures, l'AMM s'il y en a un déjà. Voilà. Donc déjà, je connais le contexte dans lequel la personne est prise en charge. Et je n'ai pas simplement, moi, un isolé. J'ai un malade placé à l'isolement ou à la contention.
Et ensuite, je vais mettre tout ça en perspective avec les décisions qui ont présidé au placement à l'isolement et ce fameux relevé informatique. Et en fait, c'est un tout qui va me permettre de dire, effectivement, c'est médicalement justifié. Donc, voilà. Donc, j'en prends acte. Et comme la procédure est régulière, eh ben, pas de difficulté, maintien à l'isolement. Mais si je soulevais cette question tout à l'heure, donc vous avez cru comprendre que c'était ma manière d'appliquer le texte, pas du tout. Mais en revanche, je sais que j'ai des collègues qui le font. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus exigeants, qui ont la main levée beaucoup plus facile, et il y a des ressorts où je me suis laissé dire qu'il y avait une 40% de main levée à chaque audience. Donc, c'est pas ma manière de concevoir mon intervention, pour les raisons que j'ai expliquées, mais aussi pour les raisons pragmatiques qu'a expliqué Maître Gosset. C'est-à-dire que pour moi, on est dans un domaine qui est très particulier. C'est-à-dire que mon office à Sainte-Marie n'a strictement rien à voir avec mon travail du quotidien au tribunal judiciaire de Rodez. C'est pas la même population. Même si parfois je peux avoir certains de vos patients qui sont passés devant moi au plan pénal et que j'ai jugé en correctionnel. Voilà. Donc il peut y avoir une porosité des populations, mais c'est quand même pas le même rapport et c'est pas la même manière d'aborder et de débattre et d'échanger avec les différents intervenants. Le fait que nous, on avait anticipé la réforme 2 et nous avait amené à protocoliser de manière extrêmement précise l'intervention et la place de chacun, mais aussi en donnant à chacun sa vraie place et son entière place, nous a amené à faire des réunions, à tous nous rencontrer. Je pense que ça a mis de l'huile dans les rouages, ça a permis aussi de se dire les choses cash, franchement, et du coup ça permet encore aujourd'hui, quand quelque chose ne va pas, on l'écrit noir sur blanc et on se le dit très clairement. Ce qui fait que du coup, nous, moi je trouve qu'on n'a pas de difficulté à Sainte-Marie-Rodez. Ailleurs, je ne sais pas. Parce que là, ça doit être Sainte-Marie. Voilà. On n'a pas de souci procédural, en tout cas. Voilà. Après, on peut avoir des divergences d'appréciation. Moi, quand je m'estime insuffisamment informée, moi, je n'hésite pas à demander un certificat médical complémentaire. Hein. Quand je sens que j'ai un petit doute ou que je n'ai pas très bien compris quelque chose, moi, je demande. Hein. Je suis assez humble à ce niveau-là. Moi, je me demandais si dans vos études, vous aviez des cours par rapport à la psychopathologie. Est-ce que vous avez une connaissance par rapport à ce qu'est la schizophrénie, qu'est-ce que le délire on en a dans certaines matières, et notamment ce qui s'appelait de mon temps, parce que moi, maintenant, je suis vieille, donc la criminologie, je sais pas comment c'est. Enfin, la crimino. Donc, bref, la crimino. Et après, nous, on a comme maintenant à peu près toutes les professions, j'imagine, donc on a une obligation de formation annuelle. Hein, et moi, compte tenu de avant d'être JLD, moi j'ai été pendant 25 ans juge d'instruction. Donc j'avais aussi affaire périphériquement à vos populations quand il y avait un passage à l'acte, soit en milieu fermé, soit à l'extérieur, mais quelqu'un qui était atteint d'une pathologie. Donc moi j'avais suivi plusieurs formations qui étaient principalement axées sur la découverte du monde psychiatrique, les relations magistrature, monde médical, voilà ce genre de choses. Et après quand je suis devenue JLD, je ne vous cache pas que je me suis immédiatement précipitée sur Internet pour regarder la signification de chaque terme médical. Par exemple, mon terme préféré, le vendredi matin, toutes mes greffières le savent et les avocats aussi un peu, c'est anosognosie. Voilà, j'adore ce mot. C'est-à-dire que j'ai appris à votre contact, et je connaissais le déni, mais anosognosie, non seulement il est beau, mais nous, voilà, vous voyez, voilà. Et donc voilà, c'est-à-dire que évidemment qu'il a fallu se mettre au niveau sur les termes médicaux, apprendre ce que c'était que chaque pathologie, mais même encore maintenant j'en découvre, et de temps en temps quand je vois passer un médecin, des fois je l'attrape en lui disant ça veut dire quoi? Donc, et il y a des termes qui restent abscons, hein. Pour moi, les certificats médicaux, et j'ai toujours un dictionnaire quand je lis un dossier de Sainte-Marie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Donc, je rappelle simplement que c'est un ancien président de l'UNAFAM qui s'est battu pour qu'il y ait un JLD, juge des libertés, qui puisse intervenir. Alors, je me présente peut-être, Jacqueline Massenet, je suis déléguée départementale de l'UNAFAM. Et alors, c'est une question qui concerne un peu Sainte-Marie, mais vous aussi. Il semble que le nombre de
d'hospitalisation avec contention et isolement augmente donc ces derniers mois. Et donc, alors qu'il y a déjà des expériences dans certains départements où il n'y a plus d'isolation et de contention. Donc, vous, en tant que juge des libertés, comment vous percevez cette possibilité de donner effectivement la contention, et est-ce qu'il y aurait un lien dans l'augmentation actuelle entre le fait qu'il y a de moins en moins de soignants, donc il y a un manque cruel de soignants à Sainte-Marie, et au niveau sociétal, un nombre de problèmes, de difficultés psychiques importantes dans la population? Alors, nous, on exerce un suivi et une vigilance sur... alors déjà, moi, je suis destinataire du rapport de la commission chaque année, etc. Et là, récemment, on a travaillé avec le docteur Kivitz sur une plaquette et sur une réflexion sur le recul sur la réforme depuis qu'elle s'applique. Donc, pas simplement la réforme 2, mais la réforme 1. En fait, on est remonté et on a regardé un petit peu. Donc, en réalité, il y a une baisse du nombre d'isolements contention. C'est-à-dire que sur Sainte-Marie, il y a une baisse. Donc, quand vous dites ces derniers mois ou ces dernières semaines, il est possible, en revanche, que sur un temps court, il y ait eu une augmentation. Moi, je considère que Sainte-Marie était déjà bonne élève par rapport à énormément d'établissements en France sur l'isolement et la contention. Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, cette réforme de l'isolement-contention, elle avait aussi pour objectif de contraindre le corps médical à une réflexion, notamment dans les zones géographiques ou sur les établissements dans lesquels on avait beaucoup recours à l'isolement et à la contention. Mais je pense qu'à Sainte-Marie-Rodez, cette réflexion-là, elle avait déjà été menée depuis de nombreuses années et que les médecins avaient déjà des protocoles et des cliquets de sécurité avant d'en arriver à la contention. Et après, moi, en tant que JLD, puisque moi j'ai un recul de 3 ans, donc je suis née un peu avant la réforme, mais finalement, je n'ai connu que ça, je vous dirais qu'il y a isolement et isolement, contention et contention. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien que quand je suis arrivée ici, de la même manière que dans ma casquette de juge pénaliste, la première chose que je fais, c'est que je vais visiter la maison d'arrêt. Ici, j'ai demandé à visiter l'établissement. Alors, je n'ai pas pu le faire tout de suite parce que j'étais tellement débordée que... Voilà, mais j'ai fini par le faire et je suis allée dans les différents services. Et je me souviens d'un service dans lequel je suis passée, je ne veux pas être trop précise parce que secret médical, mais il y avait là une jeune fille. Et elle a fait toute la visite avec moi. C'est-à-dire que dès qu'elle a su que j'étais le juge des libertés, voilà, elle m'a suivie, etc. Et du coup, on a parlé, on a discuté, et je l'ai revue ensuite en audience. Mais là, je ne la connaissais pas du tout, c'était la première fois que je la rencontrais. Et à un moment donné, on est arrivé dans le service à la chambre d'isolement. Et donc, du coup, le cadre de santé qui m'accompagnait m'explique, etc. Très bien. Et du coup, je me retourne vers elle et je lui dis, et donc, vous en pensez quoi, vous, de la chambre d'isolement? Et elle me dit, ah, mais moi, j'aime bien la chambre d'isolement, avec ses mots à elle, un autre phrasé. Mais grosso modo, elle me dit, moi, j'aime bien la chambre d'isolement. Et c'est important pour moi, la chambre d'isolement. Parce que quand je vais pas bien ou quand je sens que j'en ai besoin, je vais voir le médecin ou le cadre de santé et je demande à aller un moment dans la chambre d'isolement. Donc tout ça pour vous dire que il y a une situation n'équivaut pas à une autre. Et moi, je ne parlerai pas d'isolement ou de contention ou de mesures de contrainte. C'est-à-dire que chaque patient peut se retrouver à un moment donné à l'isolement ou à la contention pour une raison ou pour une autre qui ne sera pas celle du voisin. Et cette jeune fille, donc moi je l'ai revue depuis en contrôle de son HSC et non pas de son isolement le vendredi matin. Et donc je lui ai redemandé si elle y allait toujours régulièrement et elle me dit oui. Et c'est pas du tout quelque chose, elle, qu'elle vit comme une contrainte ou qui est quelque chose qu'on lui impose de l'extérieur. C'est quelque chose dont elle a besoin dans son parcours de soins et dans lequel parcours de soins lui a permis maintenant de détecter elle-même quand elle avait besoin d'aller à l'isolement. Donc en fait, elle est en demande. Quand elle sent qu'elle supporte plus les autres ou qu'elle va être hétéro-agressive, par exemple, ou auto-agressive. C'est-à-dire que, parce que la chambre, elle est capitonnée. Et du coup, elle a des doudous dans la chambre, des gros poufs, elle va passer sans... Voilà, je voulais dire ça et je voulais dire autre chose et je crois que j'ai mangé la feuille rapidement. Alors je vais donner la parole à Mélanie. Pour le rapide. Non, parce que je sens que vous avez quelque chose à dire. Non, mais pas du tout. Ah bon? Non, mais isolement et contention, moi j'avais cette... puisqu'on en a parlé hier soir, que ça avait diminué. C'est pour ça que... Oui, mais ça a diminué. Les chiffres font que ça a diminué. Peut-être qu'il y a le docteur Kivitz qui veut rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, je ne vais pas vous couper la parole, c'est juste pour apporter un élément d'information et plus de débat, de discussion que de réponses définitives sur ce sujet. C'est qu'en effet, donc, il y a une baisse significative
chiffre d'isolement de contention en termes de durée totale et de durée moyenne, pas du nombre de mesures. Et d'ailleurs, Madame Fressonnet posait justement la question, quand on a eu ce débat-là, mais au fond, est-ce que ces mesures sont toujours nécessaires? Est-ce qu'elles sont toujours nécessaires et indiquées? C'est une vraie question qui est débattue aujourd'hui en psychiatrie. Le congrès de l'encéphale, on a encore une présentation sur le sujet avec vraiment des points de vue qui s'opposaient un petit peu. Moi, je pense que c'est vraiment une question d'équilibre. Je crains en effet que nos chiffres soient à nouveau moins bons maintenant. Alors, je ne regarde pas que les chiffres, mais les chiffres révèlent une pratique. Et si je peux passer un message, c'est vraiment que si on veut améliorer et réduire nos pratiques d'isolement et contention, il faut une vraie volonté soignante, médicale, infirmière, enfin toute profession confondue. Il faut aussi des moyens, des formations, et je crains que dans le contexte actuel, on est perdu, on soit moins bon. Je le dis comme je le pense. Alors il y a différents facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a par exemple, très concrètement, l'architecture de l'UIF actuellement qui favorise pas, enfin, les alternatives. Donc on manque d'alternatives, on manque de formation, donc je pense qu'il faut continuer à œuvrer dans ce sens-là. Mais du reste, moi je ne suis pas encore convaincu par l'idée qu'on puisse arrêter complètement toute forme d'isolement et de contention, parce que j'en vois la dimension qu'on ne peut plus nommer comme ça, je m'excuse, mais on peut débattre, donc on peut utiliser des mots. C'est la question thérapeutique pour certaines personnes. Je l'ai vu, et ça a été présenté à l'encéphale aussi, c'était intéressant, avec des cas cliniques, on disait, mais cette personne-là, mais qu'est-ce que c'était pertinent que pendant un temps, elle eût pu se poser dans cette chambre, et avec même un remerciement, en tout cas la reconnaissance que c'était bénéfique. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre parce que ça mériterait beaucoup. Moi, juste pour dire que 2 minutes, même pas une. C'est-à-dire que le vendredi matin, moi, très souvent, quand je suis en contrôle HSC, je demande aux patients dont je sais qu'ils sont passés en isolement ou en contention, récemment ou un peu plus, je leur demande toujours, je leur dis, au fait, vous avez fait un peu d'iso et de contention, là, qu'est-ce que vous en pensez avec le recul? Et à tout type de patients, c'est-à-dire que jamais aucun m'a dit, après coup, avec le recul, c'était une atteinte à ma liberté, c'était injustifié, etc. Tous me disent, à tous ceux à qui j'ai posé la question, me disent, il n'y a pas d'autre solution. J'ai bien réfléchi et je sais que c'était utile. Je sais pas, c'est vrai que ça mériterait beaucoup de discussions, je suis désolé, mais c'est vrai que, et vous avez raison, et cependant, c'est là que la question est complexe, il y a un réel risque traumatique, surtout par rapport à la contention, plus que l'isolement. Ça a été montré à travers diverses études. Donc il faut toujours avoir cette je parlais de l'isolement, moi, pas la contention. Pardon, voilà. Mais donc cette prise en compte de l'aspect, la dimension potentiellement thérapeutique ou parfois nécessaire de protection tout simplement, et à la fois l'aspect traumatique pour les patients. Et voilà, c'est juste ce que je voulais... Juste, vous avez parlé de mauvais chiffres. Comme si c'est un constat d'échec, l'isolement. Ben oui, parce que je trouve que quand on a des... Alors, il faut aller voir dans le détail, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres, mais on sait bien, on a des réunions régulières sur le sujet, qu'au-delà des chiffres, on va aller voir les situations. Et on se dit parfois, là quand même, l'isolement peut-être a été prolongé parce qu'on n'avait pas les moyens de faire autrement, mais s'est-on donné aussi les moyens de faire autrement? Alors ça ne me concerne pas, mais j'ai vu une étude récemment qui montrait que, par exemple, peut-être qu'on devrait faire l'étude aussi au sein de notre établissement, les isolements et les contentions étaient moins souvent levés le vendredi ou le week-end. Ça pose quand même question. Les médecins vont dire, ben non, nous on prescrit, c'est justifié sur un plan clinique. Mais alors je ne dis pas que c'est ici Sainte-Marie-Rodez. J'ai proposé de mettre mon audience le lundi, oui. On m'a dit non. Non, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas être aveugle par rapport à ça. Il y a des éléments... Il n'y a pas que des éléments cliniques qui entrent en ligne de compte. La plupart des médecins vous le diront, je ne le pense pas. Il y a des éléments contextuels, de présence d'équipe, de qualité de formation, d'architecture, tout ça entre en ligne de compte. Donc il est bien normal qu'une instance tierce et judiciaire vienne voir ce qui se passe réellement quand il y a cette forme de privation de liberté. Donc vous voyez, je mets des éléments dans le débat, dans un sens et dans l'autre, mais je trouve ça me permet de dire aussi que moi je suis persuadé qu'il y a un sens à ce que l'instance judiciaire soit présente au sein de l'hôpital psychiatrique. J'en ai jamais douté.